Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer votre premier tableau Excel, tableau que vous pouvez voir à l'écran. Nous allons également voir comment insérer des colonnes, insérer des lignes ou les supprimer, les mettre en forme, faire des cadres. Nous allons apprendre à créer votre première formule et à créer un graphique. Ensuite, nous finirons ce tutoriel avec les bonnes et les mauvaises surprises, sans oublier de voir comment faire pour imprimer et surtout enregistrer un tableau. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour votre premier apprentissage avec STL sur tuto.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à réaliser ensemble un tableau sous Excel. En réalité, Excel va nous permettre de réaliser non pas un tableau, mais un tableur. Un tableur, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec un tableau? Eh bien, c'est tout simplement que le tableur va vous permettre de réaliser automatiquement des calculs grâce à des fonctions et même bien plus que des calculs. Avant de pouvoir commencer notre premier tableau, je vais donc vous présenter Excel. Comment est construit le logiciel Excel? Il est tout d'abord construit de ce que l'on appelle le ruban. Le ruban, c'est toute la partie supérieure que vous voyez ici. Ce ruban est composé d'onglets qui pourraient être apparentés à des menus. L'onglet Accueil, l'onglet Insertion, Mise en page, etc. Bien entendu, ces onglets peuvent être personnalisés. Dans ces onglets, nous trouvons plusieurs groupes. Ici, dans l'onglet Accueil, nous avons le groupe Presse-Papier, le groupe Police, le groupe Alignement. Ensuite vient ce que l'on appelle la barre de formule. Cette barre de formule peut être affichée ou non, mais je vous conseille fortement de la laisser afficher et vous allez pouvoir voir ce que vous avez rentré dans une cellule. Nous allons voir tout de suite, bien entendu, ce qu'est une cellule et concrètement à quoi sert la barre de formule. Comme vous pouvez le voir, le tableur se compose ici de colonnes qui vont de A jusqu'à XFD et de lignes qui vont de 1 jusqu'à la ligne 10 485 076. Autant dire que vous allez pouvoir remplir pas mal de données. Le croisement, comme à la bataille navale, entre une colonne et une ligne, par exemple ici G5, s'appelle une cellule. Et oui, c'est ça. Une cellule est tout simplement une case. D'ailleurs, vous pouvez voir à côté de la barre de formule en quelle cellule vous vous situez. Quand je vous disais que la barre de formule vous sert à savoir ce que vous avez écrit exactement dans la cellule, eh bien regardez, si jamais je fais une opération, j'aurai dans la cellule le résultat de cette opération. Mais si je clique dessus, j'aurai dans la barre de formule, d'où son nom, la formule tapée. Je peux donc choisir une case ou plusieurs cases. Comme vous pouvez le voir, une couleur bleutée apparaît. Pour choisir plusieurs cases, je vais donc cliquer sur la première case de mon choix, la première case de toute ma sélection. Je vais maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé, puis me déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche pour rétrécir la zone, puis de haut en bas pour sélectionner des lignes supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, je peux aussi aller dans l'autre sens. Toute cette partie bleutée s'appelle donc ma sélection. Et dans une formule, si jamais je mets la sélection qui part de D8 jusqu'à L20, eh bien cette sélection s'appellera une plage. Nous finissons par le bas du logiciel où ici vous pouvez voir feuille 1, feuille 2, feuille 3. Eh bien ces feuilles sont les feuilles d'un classeur. On pourrait dire que ces feuilles, en quelque sorte, sont des intercalaires. Imaginez que votre fichier Excel est un gros classeur, que les feuilles sont les intercalaires et que les tableaux qui se trouvent donc dans ces feuilles, quant à elles, sont tout simplement l'intérieur du classeur. Ne perdons pas plus de temps, commençons tout de suite notre premier tableau. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre suivant, le tableau à l'état brut. Et nous voici pour le commencement de notre premier tableau Excel. Premier chapitre, très court, étant donné que nous allons saisir uniquement les données de notre tableau. Je vais donc me positionner en C5, je peux soit le faire avec les flèches multidirectionnelles ou bien cliquer sur la cellule voulue, et je vais taper ici le titre de ma colonne, prénom. Je peux mettre un S, il y aura plusieurs prénoms.
Alors, on va faire des prénoms. André, Stéphane, Julie, Théo, Solange, Bastien, Nathalie, Céline, Cécile, Célia. Donc voilà, on va pas faire tout le dictionnaire des prénoms, ça ira bien. Ensuite, ici, nous allons mettre les mois. Alors, je vais avoir donc janvier, février, mars. Et là, je vais vous apprendre la première astuce Excel. Excel regorge d'astuces qui vont nous simplifier la vie d'une manière incroyable. Voyez un petit peu comment mon curseur est construit. Vous pouvez voir tout autour de la cellule sélectionner un carré noir et juste en dessous, en bas à droite, un tout petit carré noir. Eh bien regardez, si je me place sur janvier ou sur n'importe quelle autre cellule d'ailleurs, si je place la croix blanche de ma souris en bas à droite, on peut voir une petite croix noire qui apparaît. Eh bien, cette petite croix noire, vous allez le voir au fur et à mesure du tutoriel, enfin surtout dans le dernier chapitre du tutoriel, va nous simplifier la vie. Elle nous permet de ce que l'on appelle tirer une formule. C'est-à-dire, au lieu de la copier dans chaque cellule, si on veut la mettre sur chaque ligne, par exemple, si je voulais faire une formule de H8 à H20, eh bien, je maintiens le bouton gauche de ma souris et je descends. Tout simplement. Évidemment, ça fonctionne avec des mots. Là, je viens de répéter Julie plein de fois sur le côté droit. Mais Excel possède des listes prédéfinies. Dans ces listes, on trouve les jours, mais aussi les mois. Ce qui fait que si je sélectionne le premier mois, puis je fais ma croix noire, je clique sur le bouton gauche de ma souris, je maintiens ce clic gauche, eh bien lorsque je me déplace, on voit les mois qui changent. Et si jamais je dépasse le mois de décembre, une nouvelle année commence. Je m'arrête donc en décembre, je n'ai plus qu'à lâcher ma souris, et tous les mois sont rentrés. Maintenant, on va mettre les chiffres. Donc, on n'a qu'à imaginer que c'est un tableau de vente. Hein. Voilà. Et là, eh bien, comme là, c'est pour l'exemple, pour m'éviter de tout remplir et de mettre des chiffres complètement au hasard, eh bien, je vais sélectionner tous mes chiffres, aller à cette croix noire, je maintiens et je vais vers la droite. Alors, évidemment, dans cet exemple, eh bien, tous les mois auront tous la même vente. Ce serait bien de changer un petit peu. Donc, nous allons sélectionner 2 ou 3 que l'on change comme ça. Voilà, tout simplement. On va même mettre 100 sur celui-là, 200 là. Allez, hop. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est beaucoup moins long que de remplir toutes ces cellules. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir combien de cellules se trouvent dans une sélection, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre plage et regardez ce qui apparaît ici. Vous avez déjà la moyenne, le nombre de cellules sélectionnées, autrement dit celles qui ne sont pas vides, et la somme. Et oui, quelquefois, Excel nous simplifie la vie. Eh bien, dans le prochain chapitre, nous allons commencer à mettre notre tableau en forme et nous allons parler d'alignement. À tout de suite! Nous allons donc maintenant parler des alignements dans Excel. Comme vous pouvez le voir, toutes les cellules qui contiennent une chaîne de texte, des mots, des phrases, ont un alignement sur la gauche de la cellule, c'est-à-dire que le mot est collé à gauche de la cellule. On peut voir que le P n'est pas du tout à droite, mais bel et bien collé sur le trait gauche. En revanche, les chiffres et les nombres E ont un alignement à droite de la cellule. On voit effectivement ici en F10 que 50 est bien collé à droite de la cellule. Si jamais vous comparez avec Mars, on voit bien qu'il est à gauche. Fort heureusement, nous avons la possibilité de changer ces alignements standards. Ici, dans l'onglet Accueil, on trouve le groupe Alignement. Nous allons nous intéresser aux 6 premières icônes du groupe Alignement. Les 3 premières icônes, celles du dessus, représentent l'alignement vertical, autrement dit l'alignement en hauteur. Effectivement, ici, ça ne se voit pas, car ma cellule est de petite taille. Mais si jamais elle grandit, ce que nous ferons plus tard, eh bien, le mot sera donc aligné soit en bas, soit au centre, soit en haut. Si nous avons un alignement vertical, nous avons bien entendu un alignement horizontal, à gauche, centré, à droite. Si je sélectionne une des cellules,
et que je l'aligne centré, on peut voir tout de suite que 30 vient de se centrer au milieu de la cellule D8. Je pourrais donc sélectionner tout mon tableau et tout centrer d'un coup. Ça fonctionnerait. Seulement, quand je vais rajouter ici le mot total, eh bien Excel est très intelligent, il me le fait. Si je le fais ici, il me le fait aussi. Mais si ici je mets un mot quelconque, coucou, eh bien on peut voir que l'alignement, lui, reste par défaut à gauche. Moi, j'aimerais que ces histoires d'alignement soient réglées une bonne fois pour toutes. Que l'alignement de toutes mes cellules soit centré et à l'horizontale et à la verticale. Je vais donc sélectionner toute ma feuille Excel. Je pourrais commencer par sélectionner ici toutes les colonnes ou alors sélectionner toutes les lignes. Mais il y a beaucoup plus simple. Pour tout sélectionner, il suffit de cliquer ici entre le A et le 1 et maintenant je n'ai plus qu'à centrer à l'horizontale et centrer à la verticale. Toutes mes données sont centrées. Admettons que vous ayez dans un autre tableau une donnée qui, elle, n'ait pas été centrée. Eh bien, c'est très simple. Vous resélectionnez tout, vous décentrez le tout, vous recentrez le tout. En 2 clics, votre tableau est centré et un petit peu plus présentable. Cependant, l'alignement peut aller plus loin, comme on le voit ici avec fusionner et centrer, mais nous verrons ça dans un prochain chapitre. En attendant, je vous donne rendez-vous au chapitre suivant où nous allons découvrir tout ce que nous pouvons faire grâce au groupe Police de l'onglet Accueil. À tout de suite. La première question à se poser est: qu'entend-on par la police d'écriture? La police d'écriture contient plusieurs éléments, du moins pour modifier l'apparence des données saisies dans une cellule. Vous allez trouver en tout premier le type de police, c'est-à-dire sa calligraphie. Ensuite, nous allons trouver son style. Vais-je mettre les données de ma police en gras, en italique, en souligné, les 3 d'un coup, ou seulement 2 d'entre eux? Puis arrive la taille. Et oui, nous allons pouvoir grossir ou rétrécir, selon les envies, les données qui se trouvent dans notre cellule. Tout ce petit monde reste dans l'onglet Accueil et se trouve dans le groupe Police. Ici, nous avons donc le type, la taille, puis le style, gras symbolisé par un G, italique par un I en italique et souligné par un S. Par exemple, je souhaite mettre ma ligne de titre en gras, je sélectionne cette ligne, j'appuie sur le G. On peut voir que les données sont en gras. Je la resélectionne car j'aimerais grossir cette police. Je vais la mettre en 18. Ensuite, je vais faire la même chose ici pour le total. En gras italique, seulement pour la police, je vais juste la passer à 14. À côté de la taille, j'attire votre attention sur ces 2 petites icônes qui sont pour en un clic grossir votre écriture ou la rétrécir. Vous avez une petite flèche qui symbolise en quel sens vous allez. Ensuite, le total qui est ici, eh bien j'aimerais qu'il soit exactement comme celui-là. Donc je pourrais tout simplement regarder ce que j'ai fait là et tout recommencer. Pas la peine, j'attire votre attention sur le groupe presse-papier dans l'onglet Accueil. Le petit pinceau ici va reproduire la mise en forme exacte du mot sur lequel l'on se trouve. Je sélectionne donc la mise en forme à recopier. Pour ma part, je suis dessus, en C16. Je clique sur ce pinceau et je viens cliquer sur la cellule à laquelle je veux copier cette mise en forme. Et voilà. Maintenant, je vais modifier le type d'écriture des prénoms. Je vais donc les mettre en art et sens. Et ensuite, je vais modifier ici le type d'écriture de mes nombres. Je vais prendre ce coup-ci Arial Naro. Le style, gras, italique, souligné, ne s'arrête pas là. Il en est de même pour la police, la taille, etc. On peut faire quand même pas mal de choses sous Excel. Et si vous souhaitez aller plus loin dans tous ces formats, je vous invite à sélectionner l'une des cellules et dans le groupe police, vous allez cliquer ici, sur cette petite flèche, qui cache en réalité tout le menu. On peut voir en attribut qu'on peut aussi mettre des éléments barré, exposant, indice, qu'on peut lui attribuer un soulignement
simple, double, et qu'on peut même attribuer une couleur. Pour mettre de la couleur sur mes titres, il n'est pas la peine de passer par le menu. Je sélectionne ici ma ligne titre et je pourrais modifier là, sur cette lettre, la couleur de ma police. Je vais donc mettre en bleu et ici, je vais donc changer les prénoms. Je vais mettre en violet par exemple. Et là, bien entendu, si je fais une recopie de la mise en forme, j'aurai exactement la même chose. Bon, notre tableau commence peu à peu à ressembler à un véritable tableau, mais seulement nous avons, on peut le voir, quelques problèmes avec les mots trop grands, comme prénom, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc rendez-vous tout de suite où nous allons parler de hauteur de ligne et de largeur de colonne. À tout de suite! Chaque ligne a une hauteur, chaque colonne a une largeur. Vous pouvez voir ici que les mots ici comme prénom ou bien septembre, octobre ne rentrent pas. Pour cela, plusieurs solutions. Soit vous allez sur la cellule concernée, puis toujours dans l'onglet Accueil, vous allez ici dans le groupe Cellules, puis Format. On peut voir ici la hauteur des lignes, puis la largeur. Si je clique sur largeur, eh bien j'ai le nombre qui correspond à la largeur de ma cellule. Bien entendu, il en est de même pour la hauteur. Ce coup-ci, j'ai le nombre de la hauteur de ligne. Mes lignes mesurent 23,25. Ces tailles sont exprimées en pixels. N'allez pas essayer de comparer ça en centimètres. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre plusieurs lignes d'un coup, ici faire format, puis cliquer sur ajuster la largeur de la colonne. En cliquant sur cette option, eh bien toutes vos colonnes vont s'ajuster automatiquement. C'est d'ailleurs le procédé que nous devrions utiliser. Mais il faut savoir que, avec l'habitude, lorsqu'on travaille sur Excel, on trouve des raccourcis quand même beaucoup plus rapides. Par exemple, celui-ci. On voit que mon mot, qui est trop grand, est bien en cellule C5. Je vais donc le sélectionner, puis je vais aller sur l'entête de cette colonne, la lettre C. Je vais déplacer ma souris vers la droite jusqu'à l'apparition de ces petites croix. Et je vais double-cliquer. Je vais en faire de même pour tous les mots qui sont trop grands. Et vous voyez que tout s'est ajusté automatiquement. Cependant, pour avril, mai, juin, eh bien là, nous perdons de la largeur. Nous recommençons et ce coup-ci, eh bien vous pouvez voir la colonne qui rétrécit. Pourquoi je ne choisis pas l'option qui est ici, ajuster la largeur de la colonne? Eh bien tout simplement parce que j'aime que mes tableaux soient homogènes. En faisant ça, je peux m'apercevoir par exemple que septembre, novembre, décembre, eh bien sont vraiment les plus grands mots de tout ce tableau. Je vais donc juste le sélectionner, je vais faire format, largeur de colonne et regarder sa taille. Je vois qu'il fait 16,43. Autrement dit, je vais tout sélectionner. Donc vous voyez, hein, pour sélectionner toute une ligne, vous cliquez sur son chiffre, toute une colonne sur sa lettre, donc sur leur en-tête. Je vais donc sélectionner toute ma ligne titre. Et en largeur de colonne, je vais mettre 16,50. D'ailleurs, je refais la manip pour bien vous montrer que lorsque vous faites largeur de colonne, là, Excel ne vous donne pas de taille. Cela veut dire que toutes les cellules que vous avez sélectionnées sont de tailles différentes. Toutes, peut-être pas, mais il suffit qu'il y ait une seule différence, plus rien ne s'affiche. Donc 16,50. Et maintenant, mon tableau a bel et bien les mêmes largeurs pour toutes ces colonnes. Ensuite, je vais pouvoir rétrécir ici la colonne A. Pour rétrécir la colonne A, ce coup-ci, je ne vais pas passer par format, etc. Je vais aller sur ma croix, mais au lieu de double-cliquer, je vais maintenir le bouton gauche enfoncé. On peut voir ici que ma largeur fait 16,57, 121 pixels. Donc, alors autant pour moi, tout à l'heure, je me suis trompé. Ce n'est pas exprimé en pixels. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais bref. Vous apprendrez vite à vous en servir. Je maintiens donc le bouton gauche de ma souris enfoncé, puis je vais rétrécir cette colonne en me dirigeant vers la gauche. Et voilà. Bien entendu, tout ce que je viens de vous montrer fonctionne aussi pour la hauteur. Ici, je souhaite que mes cellules titres soient plus grandes. Je vais donc cliquer sur 5, 4, 3, 2, 1
ici, je souhaite que mes cellules titres soient plus grandes. Je vais donc cliquer sur hauteur de ligne et je vais mettre du 30. Et là, nous arrivons enfin à la colonne B. Et la colonne B, on pourrait se dire, bon bah rétrécis-la, elle ne nous sert à rien. Non, ce serait trop simple, car il serait quand même très intéressant, lorsqu'on apprend à faire un tableau Excel, à supprimer des colonnes ou bien à insérer des colonnes. A tout de suite! Nous voici ensemble pour le chapitre le plus court de ce tutoriel, tellement la manip est simple. Si je veux ajouter ou supprimer une colonne ou une cellule, je pourrais passer ici, dans l'onglet Accueil, par le groupe Cellules, on peut voir ici Insérer ou Supprimer. Ce n'est même pas la peine de passer par là. Par exemple, je veux supprimer la colonne B. Je vais aller dans la colonne B, je vais faire un clic droit, puis je vais cliquer sur Supprimer. Là, je vais sélectionner colonne entière et je fais OK. Je vais donc revenir en arrière pour vous montrer une autre solution. Pour revenir en arrière, regardez donc l'onglet Fichier, l'onglet Accueil. Juste entre les deux, là, au-dessus, il y a une petite flèche bleue. Ça annule la dernière action que vous venez de faire. En revanche, l'autre flèche, elle, va rétablir l'action que vous venez de faire. Je vais donc ce coup-ci sélectionner toute ma colonne, clic droit, supprimer, et comme toute la colonne est sélectionnée, il ne me pose pas de questions. C'est exactement pareil pour les lignes. Clic droit, supprimer. Donc là, on ne voit rien. Évidemment, il n'y a rien. Si je mets coup, je voulais écrire coucou. Clic droit, supprimer. Et voilà. Si maintenant, je veux insérer une colonne, eh bien, je vais, par exemple, vouloir insérer une colonne ici, entre prénom et janvier. Je ne vais pas aller sur prénom. Je vais aller sur janvier pour insérer ma colonne. La colonne va donc s'insérer à gauche du mot sélectionné. Clic droit, insérer une colonne. Et si je voulais à nouveau réinsérer une colonne ou une ligne, eh bien j'appuierai sur F4. F4 n'est pas là pour insérer des colonnes et des lignes, il est tout simplement là pour répéter l'action que vous venez de faire. Si jamais je veux maintenant insérer une ligne, je sélectionne une ligne, clic droit, insérer la ligne entière, et il va donc insérer une ligne au-dessus du mot sélectionner. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons donc supprimer tout ce que nous venons d'insérer, et voilà. Et voilà. En quelques clics, j'ai réussi à supprimer et insérer des colonnes. Maintenant, nous allons bientôt finaliser notre tableau, mais avant ça, nous allons lui donner un titre. Et pour cela, nous allons refaire un petit tour dans l'alignement des cellules pour faire ce coup-ci ce que l'on appelle une fusion. A tout de suite. Si je ne vous ai pas parlé du titre avant, l'insertion des colonnes, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que je vous connais, je connais les mauvaises langues qui pourraient dire « Oh mais il exagère, on a déjà parlé de l'alignement, si ça se trouve, il va nous parler aussi de la police pour faire un titre. » Oui, c'est vrai. Alors qu'on l'a déjà vu et que moi j'apprends dans l'ordre. Non, calmez-vous. D'ailleurs, pour cette petite aparté, bien entendu, vous mettez la voix de la personne que vous détestez le plus au monde et vous allez voir, ça peut devenir sympa. Donc, ici, on peut voir, bien entendu, que j'ai plusieurs colonnes, exactement 14, qui correspondent à mon tableau. Le souci, c'est que si j'essaye de viser le milieu pour mettre un titre, par exemple, on va pas s'embêter, on va mettre des X, voilà. Là, on peut se dire que le titre est au milieu de mon tableau. Imaginez maintenant ici que j'insère une colonne. Eh bien, mon titre va se décaler. Et autant de fois que je vais insérer deux colonnes. Il en est de même si je les supprime. Si je supprime janvier, mon titre se décale encore une fois. J'efface donc mon titre. Pour éviter ce problème, nous allons donc créer au-dessus de notre ligne titre une seule et même cellule. C'est-à-dire que notre cellule va correspondre à toute cette plage. Elle partira de B jusqu'à O. Et pour cela, rien de bien sorcier. Il suffit juste de cliquer ici sur fusionner et centrer. Excel vous met d'ailleurs un petit dessin. Et maintenant, lorsque je vais taper mon titre, tableau des ventes, eh bien regardez,
il se met pile poil au centre de mon tableau. Je n'ai plus qu'à appliquer une petite mise en forme. Voilà. On va mettre du orange. Et puis on va changer la police. Et voilà. Et maintenant, si je vais là et que j'insère une colonne, eh bien vous pouvez voir que mon titre se recentre automatiquement. Si je voulais revenir en arrière, je resélectionne ma cellule, qui a pour nom d'ailleurs B3, c'est-à-dire que le nom reste la première cellule sélectionnée, et je vais recliquer ici sur fusionner et centrer pour annuler la fusion. Mais je ne le veux pas. Notre tableau, pour l'instant, est un tableau avec des données, mais si jamais je l'imprimais, il ressemblerait à tout sauf à un tableau. Du moins, il serait un tableau sans bordure. Alors ne perdons pas de temps, et nous allons les créer tout de suite. Lorsque je vous ai dit que le chapitre de l'insertion et suppression de lignes et colonnes était le plus court, je me suis trompé, car effectivement, le chapitre pour la fusion était encore plus court. Mais encore plus court, c'est la bordure. Je sélectionne toute ma plage, voilà, je suis bien arrêté ici à Total, ok. Je vais ici dans le groupe police, je clique sur la petite flèche du groupe bordure, vous voyez, là il y a un petit trait. Je sélectionne toutes les bordures, et voilà, c'est fait. À tout de suite pour le prochain chapitre. Bon, allez, je vais aller un petit peu plus loin, je vais quand même vous montrer tout ce que les bordures nous proposent. Un trait sur le bas, un trait supérieur à gauche à droite, aucune bordure. Vous pouvez faire aussi une bordure épaisse sans encadrer. Personnellement, je m'en sers assez souvent, mais il y a un petit défaut à ce style de bordure. Vous verrez ça dans le dernier chapitre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, tracer vous-même vos bordures. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez les dessiner. Vous pouvez même changer la couleur des lignes ou le style de trait. Ça peut être des pointillés, etc. Si vous cliquez ici sur autre bordure, eh bien vous avez un menu qui s'ouvre, toujours du format de cellule. Nous en parlerons ultérieurement. Et là, vous pouvez voir tout ce qu'on vous propose. Il vous suffit après de cocher ou décocher dans le cadre qui représente votre cellule les bordures que vous souhaitez. Vous pouvez même, si vous voulez, la barrer en travers. Je valide, hop, avec OK. Maintenant, on va passer enfin aux choses intéressantes, les choses du tableur. Nous allons créer ensemble votre première formule. À tout de suite. Nous voici donc dans le vif du sujet où vous allez créer votre première formule Excel, aussi connue sous le nom de fonction. Et oui, si je clique ici sur l'onglet formule, j'ai bel et bien inséré une fonction. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, en 2003, les formules s'appelaient des fonctions, mais comme tout le monde appelait ça des formules, ils ont décidé quand même de mettre le mot formule, ce qui est quand même pas mal. Donc sachez qu'une fonction et une formule, c'est exactement la même chose. Je vais donc additionner toutes les ventes de Monsieur André de tous les mois de l'année pour trouver son total annuel. Une formule commence toujours par le signe égal. C'est comme ça. Ensuite, je peux soit taper la cellule concernée, A5, plus A6, etc. Ou alors, je peux taper des chiffres, 7 plus 8. Si je fais entrer, vous voyez, j'ai bien un retour de 15. Ou alors, je peux, avec ma souris, cliquer sur des cellules et appuyer sur le chiffre plus. Alors, comme vous voyez, ça va être assez long, il y en a quand même 12. Donc, il y a quand même beaucoup plus simple. Nous allons utiliser un mot-clé qui s'appelle somme. J'appuie sur la tabulation, une parenthèse s'ouvre. On me demande le nombre 1. C'est celui-ci. Et ensuite, on voit ici la construction de la formule. Je pourrais appuyer sur le point-virgule pour aller chercher le nombre 2. Mais bon, ça ferait exactement la même chose. Il faudrait faire les 12 comme ça. Donc je vais faire 2 points. Et je vais cliquer sur décembre. Et on voit un gros cadre bleu qui apparaît. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Et là, vous vous dites, ah ben je vais devoir faire ça pour toutes les personnes. Eh bien, pas du tout. Vous sélectionnez la première. Vous allez en bas à droite avec votre croix noire et vous double-cliquez. Merci Excel, tout est rempli. Ensuite, je vais faire la même chose pour ici. Et là, ça va être encore plus simple. Car quand il s'agit de nombres comme ça en hauteur, eh bien, la formule que nous venons de voir existe.
ici dans l'onglet Accueil. Il suffira dans le groupe Édition de cliquer là sur Somme automatique. Tout se sélectionne, votre formule est déjà tapée, je valide avec Entrée, et ce coup-ci, je vais tirer avec ma croix noire vers la droite. Je vais donc maintenant pouvoir mettre en gras mon total général et même lui mettre un fond, car tout à l'heure nous avons vu les couleurs, mais ici je peux choisir la couleur du fond de la cellule. Et voilà. Maintenant, si jamais je change une des ventes, eh bien on peut voir que tout change. Je vais donc maintenant mettre ces totaux en gras. Et je vais mettre ceci aussi en gras. Et là, on a réellement un tableau, du moins un tableur. Vous voulez aller un petit peu plus loin dans les formules? Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer, enfin, je ne vais pas essayer, nous allons y arriver. Nous allons créer ensemble un ratio, c'est-à-dire un pourcentage pour pouvoir faire un graphique. Donc, il va falloir que je multiplie ici, pour savoir combien de pourcentage sur la somme totale a vendu André, le chiffre ici par 100, puis que je le divise par le total. Alors, allons-y. Donc, multiplier, c'est la petite étoile du pavé numérique. Puis divisé par le total. Voilà. Pour faire mieux, je vais même mettre des parenthèses. Donc vous voyez, je peux recliquer dans ma barre de formule. Voilà. Le souci est maintenant que si jamais je fais la recopie vers le bas, eh bien j'ai une erreur. Ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, parce que toutes les cellules qui sont ici vont être divisées uniquement par celle-ci, O15. Mais lorsque je clique sur la croix noire, tout s'incrémente vers le bas. Ici, ça va être divisé par O16, O17, etc. Je vais donc devoir bloquer O15. Et pour bloquer, pas de souci, je clique au milieu de O15 et je vais appuyer sur la touche F4. Ce coup-ci, on ne recopie pas l'action. Ce coup-ci, on va bloquer ce que l'on appelle l'incrémentation. Autrement dit, O15 va rester O15. Si vous appuyez sur F4, vous pouvez voir le signe $ qui change. En fait, le signe $ a pour fonction de bloquer ce qu'il suit. Là, par exemple, seule la ligne sera bloquée. Elle ne pourra pas se recopier. Ça nous convient. Ici, ça sera la lettre. Ça ne nous convient pas. Ici, on l'a vu, ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est les deux. La colonne et la ligne sont bloquées. Ça fonctionnera aussi. Je vais donc rester comme ça. Et maintenant, je peux double-cliquer. Et si là, je fais une somme automatique, j'aurai bel et bien 100. Eh bien, ici, je vais pouvoir écrire ratio. Et pour faire la même mise en forme, je ne vais pas m'embêter. Je vais sélectionner ma colonne totale, enfin du moins, pas toute la colonne, mais les données. Cliquer sur le pinceau et juste cliquer sur ratio. Autrement dit, le premier mot de mes données. Et voilà, la mise en forme est respectée. Et je vais même pouvoir retirer des décimales. Ici, dans l'onglet Accueil, nous avons Nombre. Vous pouvez voir ici Ajouter ou retirer une décimale. Je vais cliquer juste à temps de ne voir apparaître que 2 chiffres. Et maintenant, j'ai bel et bien ici un ratio. Je vais donc pouvoir, grâce à ça, faire un graphique. Vous voulez qu'on fasse ce graphique maintenant? Eh bien, allons-y. C'est parti. Graphique. Pour pouvoir réaliser mon graphique à secteur, je vais devoir sélectionner uniquement les données dont j'ai besoin. Les prénoms et les ratios. Seulement, comme nous pouvons le voir, entre la colonne prénom et la colonne ratio, il y a tout le reste du tableau. Et pour sélectionner des données qui ne se succèdent pas, comme par exemple ici prénom janvier, ne sont pas collés, eh bien nous allons sélectionner les prénoms en premier, les tout premiers, puis appuyer sur la touche CTRL, maintenir cette touche CTRL enfoncée, et enfin sélectionner les ratios. Et là on peut voir que les deux sélections ne sont pas collées, mais existent bien. Je vais donc maintenant faire mon graphique. Je vais donc cliquer sur Insertion, Secteur, et je vais sélectionner le graphique de mon choix. Je vais sélectionner un secteur en 3D. Et voilà. Ce coup-ci, j'ai bel et bien mon graphique qui est réalisé. Si je le sélectionne, voilà, je le déplace où je veux. Je peux même ici changer le style de graphique comme vous pouvez le voir. On a donc une option graphique, un onglet option graphique qui vient donc de se créer. Je vais donc mettre mon graphique
juste ici. Et voilà. Et maintenant, si jamais je change ici une donnée, regardez, eh bien le graphique change automatiquement. Rendez-vous tout de suite pour un tout petit chapitre, celui qui concerne les feuilles. Quand on travaille sous Excel, il est absolument indispensable de savoir se servir des feuilles. Ici, nous pouvons voir feuille 1, feuille 2, feuille 3. Comme je l'ai expliqué, ces feuilles pourraient correspondre à des intercalaires. Mais comme des intercalaires, bien entendu, ces feuilles peuvent être nommées. Et pour cela, rien de plus simple. On met la flèche de la souris sur feuille 1, par exemple, et on double-clique. Il se surligne, je n'ai plus qu'à taper ce coup-ci. Tableau des ventes. Je n'ai pas besoin des autres feuilles. Je vais donc positionner ma souris dessus, faire un clic droit et cliquer sur supprimer. Et là, je supprime la feuille. Je peux également mettre un code couleur comme on pouvait le voir, couleur d'onglet, ou créer une nouvelle feuille en cliquant sur cette petite icône. Feuille 1 apparaît à nouveau. Je la supprime. Notre tableau est terminé, mais qu'est-ce que ça donne si on l'imprime? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons donc, pour imprimer ce tableau, cliquer ici sur Fichier, puis Imprimer. Et là, on s'aperçoit que notre tableau tient en 4 pages. Nous allons donc modifier pas mal de choses qui vont faire que notre tableau tiendra en une seule page. Pour cela, nous allons ce coup-ci cliquer sur l'onglet Mise en page. Plusieurs choses s'ouvrent. Je vais déjà changer l'orientation. Je vais mettre ça en paysage. On peut voir ici un trait qui apparaît. Ce trait correspond à vos feuilles. Feuille 1, feuille 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, je ne sais plus trop. Ensuite, nous allons pouvoir changer nos marges. Je clique sur marge, puis je vais faire marge personnalisée. On peut voir que les marges normales ont quand même pas mal d'espace. Je vais donc changer ces marges. Je vais aller cliquer sur gauche, je vais mettre 0,5. Sur haut, je vais mettre 0,5. Puis bas, je vais mettre 0,5. Et je vais centrer mon tableau sur la page horizontalement. Je n'ai pas envie de le centrer verticalement. Je vais faire OK. Mon trait, lui, ne se déplace pas. Voyons voir maintenant à quoi ressemble mon tableau. On a déjà gagné une page. Ce n'est pas mal. Et bien maintenant, on ne va pas s'embêter. On a mis notre tableau en paysage. On souhaite que ce tableau rentre sur une seule page. Ici, dans le groupe imprimé de l'onglet Fichier, je peux voir pas de mise à l'échelle. Je vais cliquer sur cette flèche et je vais cliquer sur Ajuster toutes les colonnes à une page. Évidemment, le tableau est beaucoup plus petit, c'est une solution comme une autre. L'autre solution serait par exemple de réduire la police du prénom, de réduire par exemple votre graphique. Enfin, il existe pas mal de solutions, mais dans l'optique d'impression, dans ce petit tuto, nous n'allons pas aller trop loin, je vous montre simplement ce que nous pouvons faire. Vous n'avez plus qu'ici à sélectionner votre imprimante. Donc là, il me parle de Why Not, moi je n'en veux pas, je vais vraiment prendre une de mes imprimantes. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Imprimer. Bien entendu, là, vous pouvez sélectionner le nombre de copies et vous pouvez sélectionner aussi le nombre de pages que vous voulez imprimer. Ici, imprimer les feuilles actives vous propose d'autres choix. Imprimer le classeur entier, ça c'est quand on a plusieurs feuilles, ou imprimer la sélection. Bien entendu, pour imprimer la sélection, vous allez devoir sélectionner des données. Si je fais maintenant imprimer la sélection, je n'aurai que cette plage-là qui, bien entendu, va être concernée. Notre tableau est fini, il est prêt à être imprimé et nous allons maintenant faire la chose la plus importante de ce tutoriel, l'enregistrer. À tout de suite. Comme vous pouvez le voir, mon tableau s'appelle maintenant Premier tableau. Pourquoi? Je l'ai enregistré sous un autre nom. Comment faire ça? Je vais faire Fichier, Enregistrer sous, et ici, j'ai tapé mon premier tableau. Je n'ai plus qu'à faire Enregistrer. Si je le fais là, il me dit qu'il existe déjà, je fais oui. Vous, par défaut, vous devriez avoir classeur 1. Si jamais vous ne l'avez pas enregistré, au moment de fermer Excel, bien entendu, il vous proposera d'enregistrer votre tableau. Autre manière d'enregistrer votre tableau, c'est de cliquer sur cette petite disquette. Si votre fichier s'appelle toujours classeur 1 et que votre tableau n'a jamais été enregistré, Excel va vous proposer de lui mettre un nom.
De même, avec la touche de raccourci CTRL S, je maintiens la touche CTRL, j'appuie sur le S, qui vous permet à nouveau d'enregistrer votre tableau. Vous allez ouvrir Excel à nouveau, vous souhaiteriez réouvrir votre tableau, deux solutions, Fichier, Ouvrir, Autre solution, vous cliquez sur Fichier récent et ici vous avez tous les derniers tableaux que vous avez créés sur Excel. Et bien voilà, nous allons maintenant aborder le tout dernier chapitre. Chapitre quand même assez important à regarder quand on fait un premier tableau. Nous allons parler des bonnes et surtout des mauvaises surprises dans Excel qui peuvent vous pourrir la vie. À tout de suite. L'une des bonnes surprises d'Excel, c'est lorsque j'insère une colonne dans un tableau déjà mis en forme. Eh bien, que se passe-t-il? La colonne va garder la même forme. Vous voyez, la même écriture. Une autre bonne surprise d'Excel, c'est lorsque je veux faire mon cadre en gras. Je vais donc faire ce cadre en gras. Je clique sur mes bordures. Je sélectionne la bordure épaisse et vous voyez qu'elle est toujours sélectionnée. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de repasser par la flèche si jamais je veux mettre d'autres cellules en bordure grasse. Et bien entendu, s'il y a des bonnes surprises dans Excel, il y a surtout les mauvaises. Et la première mauvaise surprise que l'on peut rencontrer est justement, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec ces traits gras. Admettons qu'ici je veuille recopier ma cellule vers le bas. Que se passe-t-il? Il va recopier la même mise en forme et ce coup-ci, vous pouvez voir en bas que mon trait gras s'efface. Donc quand nous le savons, c'est pas vraiment un problème. En revanche, il y a un problème beaucoup plus important qu'il faut appréhender. Comme vous pouvez le voir, nous avons mis ici des chiffres. Je vais rester en janvier sur les ventes de Julie. Si maintenant je mets une date, regardez ce qui se passe. Eh bien tout est erroné, c'est normal, j'ai mis une date. On peut se dire, pas de souci, je repasse avec un chiffre. Et là, eh bien ça ne fonctionne toujours pas. J'ai toujours bel et bien une date. Pourquoi? Nous allons faire un petit tour dans le groupe cellules de l'onglet accueil. Format de cellule. Je tombe sur la bordure, ce que nous avions vu tout à l'heure. À côté, j'ai la police, ce que nous avons vu dans ce tuto. À côté, j'ai l'alignement. Puis à côté, j'ai nombre. Sachez que toutes les cellules Excel, par défaut, sont comme ça, en standard. Seulement, quand vous allez taper une date ou une heure, eh bien, vous allez changer le format informatique de la cellule. Et là, eh bien, on ne parle plus de gras, de surligné. On parle réellement d'une chose très très importante. Parce que si jamais laisser une date ou une heure va erroner votre calcul, il peut aussi erroner beaucoup d'autres choses, comme par exemple un publipostage. Si vous voulez en savoir plus sur le publipostage, j'ai créé un tuto à ce sujet-là. Donc, je vais devoir rechanger une nouvelle fois le format de cette cellule en la mettant sur standard. Et voilà, mon calcul redevient normal. Voilà, c'en est fini pour cette première initiation dans Excel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir Excel et que maintenant vous êtes capable de faire au moins un tableau avec les formules les plus simples. Si vous voulez en apprendre plus, que ce soit dans les formules, dans la présentation ou même dans la programmation, tous mes tutos, créés sur tuto.com, sont faits pour les débutants. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir tuto.com, puis de taper STL dans la rubrique Rechercher. STL est mon pseudo, E-S-T-E-H-E-L. Vous pourrez notamment voir un tuto qui s'appelle Améliorer ses classeurs Excel tout en gagnant du temps. Ce tutoriel-là va vous apprendre notamment plein d'astuces sous Excel. Il y en a un autre qui est fait sur les conditions d'Excel, ce que nous appelons les si. Je vous invite à regarder en tout premier lieu ces deux-là pour aller encore plus loin dans vos tableurs. Ne vous inquiétez pas, ces tutoriels sont à la portée de tout le monde. Je vous donne donc rendez-vous dans mes prochains tutos en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure de visionnage. À bientôt et rendez-vous sur tuto.